Parfois, on juge quelqu'un en 3 secondes, et parfois, ces 3 secondes détruisent toute une famille. Ce soir-là, j'étais en retard. 25 minutes de retard pour rencontrer ma future belle-fille. Je venais de passer l'après-midi dans les cuisines de mon restaurant à former une nouvelle équipe. Mes mains sentaient encore le basilic et l'huile d'olive. Mon chemisier en lin avait une petite tache de sauce tomate que je n'avais pas eu le temps d'enlever. Mes cheveux gris étaient attachés en un chignon simple, sans artifice. J'ai poussé la porte du Jardin des Lys, mon restaurant, celui que j'avais bâti pierre par pierre pendant 40 ans. Et je les ai vus, mon fils Damien, souriant, nerveux, et elle, cheveux lissés, robe de créateur, ongles parfaits. Elle parlait fort, riait encore plus fort. Quand je me suis approché de leur table, elle a levé les yeux. Son regard a glissé sur moi comme sur une chose insignifiante. « Ah, c'est vous la mère ?» a-t-elle dit d'une voix aiguë. Damien a fait les présentations. « Maman, je te présente Chloé. Chloé, voici ma mère, Bérangère. » Elle n'a pas tendu la main. Elle a souri, ce sourire froid que j'avais déjà vu chez tant de gens qui jugent trop vite. « Donc, en plus d'arriver en retard, vous venez habillée comme une mendiante ?» Le silence autour de la table aurait pu couper le cristal. Puis, elle a éclaté de rire. Un rire clair, méchant, qui a rebondi contre les murs de mon restaurant. 2 de ses amies, assises à une table voisine, ont ri aussi. Damien a baissé les yeux, mal à l'aise, mais il n'a rien dit. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, pas de l'humiliation. Non, quelque chose de plus profond. Une fissure dans l'image que je me faisais de mon fils. J'allais m'asseoir quand Julien, mon maître d'hôtel depuis 22 ans, s'est approché. Il portait le plateau d'argent que je réservais aux occasions spéciales. « Madame d'Aubigny », a-t-il dit d'une voix claire, respectueuse. « Quelle surprise! Vous ne nous aviez pas prévenu que vous dîniez ici ce soir. Nous aurions préparé votre table habituelle. » Il s'est incliné légèrement. « Madame la propriétaire. » Le rire de Chloé s'est éteint comme une bougie sous le vent. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis à nouveau blanc. Damien a fermé les yeux. « La propriétaire ?» a-t-elle murmuré. J'ai souri. Pas un sourire de vengeance, un sourire triste, celui d'une mère qui venait de comprendre que son fils avait honte d'elle. Oui, Chloé, la propriétaire de ce restaurant, depuis 1987. Mes mains sentaient toujours le basilic, ma chemise avait toujours sa tache, mais dans ces mains-là, il y avait 40 ans de travail, de dignité et de sacrifice. Elle a ouvert la bouche, aucun son n'en est sorti. Et moi, je me suis assise, calmement, en lissant ma jupe de coton froissé. Ce qui s'est passé ensuite, eh bien, c'est une histoire de silence, de fierté blessée et de justice qui prend son temps. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été jugé à tort par quelqu'un que vous veniez de rencontrer? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Je m'appelle Bérangère d'Aubigny, j'ai 68 ans. Et pendant très longtemps, j'ai cru que l'amour d'une mère suffisait à protéger son enfant de la superficialité du monde. Je me trompais. Mais pour comprendre cette soirée au restaurant, il faut que je vous ramène en arrière, bien en arrière, à l'époque où mes mains ne sentaient pas encore le basilic, mais la farine et le beurre frais. J'avais 28 ans quand j'ai ouvert le Jardin des Lys. Mon mari, Philippe, venait de mourir dans un accident de voiture. Damien n'avait que 3 ans. Nous n'avions presque rien. Une petite assurance vie, un appartement minuscule dans le 15e arrondissement, et mes rêves d'une autre vie qui s'étaient évaporés avec lui. J'aurais pu retourner chez mes parents à Bordeaux. J'aurais pu accepter un poste de secrétaire dans le cabinet d'avocat où Philippe travaillait. J'aurais pu disparaître dans la médiocrité confortable que la société réserve aux jeunes veuves. Mais j'avais des mains, et ces mains savaient cuisiner. Ma grand-mère m'avait tout appris. Les sauces, les gelées, les pâtisseries délicates qui fondent sur la langue comme des secrets. Elle disait toujours « Bérangère, une femme qui sait nourrir les autres ne sera jamais pauvre. » Alors j'ai pris l'argent de l'assurance, j'ai loué un petit local rue Vaugirard et j'ai ouvert un restaurant. 8 tables, une cuisine minuscule, un menu qui changeait chaque jour selon ce que je trouvais au marché. Les premières années ont été terribles. Je me levais à 4 heures du matin pour aller aux halles. Damien dormait dans un petit lit pliant à l'arrière de la cuisine pendant que je préparais les fonds de sauce. Il faisait ses devoirs sur la table du personnel pendant le service du soir. Certains soirs, nous mangions les restes. D'autres soirs, il n'y avait pas de reste. Mais Damien ne s'est jamais plaint. Il grandissait entre les odeurs de thym et de vin rouge, entre les conversations des clients et le cliquetis des assiettes. Il m'aidait à mettre la table. Il souriait aux habitués. Il était mon petit prince du Jardin des Lys. « Maman, me disait-il en rentrant de l'école, quand je serai grand, je travaillerai avec toi. On agrandira le restaurant,
On aura 100 tables. Je riais. Je l'embrassais sur le front. 100 tables, mon amour? Tu rêves grand. Comme toi, maman. Les années ont passé. Le restaurant a grandi. Pas 100 tables, mais 32. Une étoile au Michelin en 1996. Une critique élogieuse dans le Figaro. Des clients qui réservaient 3 mois à l'avance. Damien a fait des études de commerce. Il voulait m'aider à développer l'entreprise, disait-il. Mais quelque chose avait changé. Il parlait différemment. Il s'habillait différemment. Il fréquentait des gens qui ne regardaient jamais mes mains tachées de farine, seulement mon compte en banque. Quand il m'a annoncé qu'il voulait me présenter sa fiancée, j'étais heureuse. Enfin, mon fils allait fonder une famille. Peut-être même que je deviendrais grand-mère un jour. Elle s'appelle Chloé, m'avait-il dit au téléphone. Elle travaille dans la mode. Elle est élégante, moderne. Il avait hésité avant d'ajouter « Maman, ce soir-là, tu pourrais peut-être, enfin tu vois, t'habiller un peu ?» Mon cœur s'était serré. Mais j'avais dit oui, bien sûr que oui. Sauf que ce jour-là, j'avais passé l'après-midi à former une nouvelle brigade en cuisine. J'avais perdu la notion du temps. Et quand je suis arrivée au restaurant, mon restaurant, j'étais exactement ce que j'avais toujours été. Une femme qui travaille. Une femme dont les mains bâtissent, jour après jour. Mais pour Chloé, je n'étais qu'une mendiante en retard. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des moments dans la vie où l'on comprend que quelque chose a changé, mais on refuse de le voir. On se dit que c'est la fatigue, le stress, l'âge. On se ment à soi-même parce que la vérité fait trop mal. La première fois que j'ai senti cette distance entre Damien et moi, c'était 3 ans avant cette soirée catastrophique. Il avait 32 ans. Il venait de déménager dans un appartement à Neuilly-sur-Seine, un quartier que je ne connaissais pas, un monde que je ne comprenais pas. Je lui avais apporté une quiche lorraine, faite maison, comme je le faisais chaque dimanche depuis qu'il vivait seul. Quand il a ouvert la porte, il y avait des gens derrière lui, des amis, des verres de champagne, des rires. « Maman », a-t-il dit doucement, en prenant la quiche de mes mains, « tu aurais dû appeler avant de venir. » Il n'a pas dit « Entre, je vais te présenter ». Il n'a pas dit « Reste prendre un verre avec nous ». Il a pris ma quiche et il a refermé la porte, presque entièrement, comme si j'étais une livreuse. « Je t'appelle demain, d'accord ?» J'ai souri. « Bien sûr, mon chéri. Amuse-toi bien. » Je suis rentrée chez moi en métro. Mes mains sentaient le beurre et la crème fraîche. Et je me suis dit, il a sa vie, c'est normal, il grandit. Mais dans le silence de mon appartement, j'ai pleuré. Les mois ont passé. Les petites trahisons se sont accumulées, discrètes comme des grains de sable. Un déjeuner annulé à la dernière minute. Un appel qui tombait sur le répondeur. Des conversations de plus en plus courtes. « Comment va le restaurant, maman ?»« Très bien, mon chéri. Et toi, comment ?»« Écoute, je dois te laisser. On se rappelle. » Clic. Je travaillais de plus en plus. Le restaurant était devenu mon refuge. Là, au moins, j'avais ma place. Là, mes mains avaient un sens. Là, les gens me respectaient. Un soir, Damien est venu dîner au Jardin des Lys avec des associés. Des hommes en costume sombre, des montres qui valaient plus que mes premiers fourneaux. Je suis sortie de la cuisine pour les saluer. J'avais mon tablier, mes cheveux attachés, mon visage rouge de la chaleur des plaques. Damien m'a présenté rapidement. Ma mère, Bérangère, pas la propriétaire, pas la chef, juste ma mère, comme si c'était une excuse. L'un des hommes a souri poliment. « Ah, madame travaille ici? C'est charmant, travaille ici, comme si j'étais une employée. » Damien n'a pas corrigé, il a détourné les yeux. J'ai souri, j'ai servi le vin, j'ai fait mon travail. Mais cette nuit-là, en fermant le restaurant, j'ai regardé mes mains sous la lumière froide de la cuisine. Ces mains qui avaient tout bâti, ces mains qui sentaient encore le thym et l'ail. Ces mains qui n'étaient pas assez élégantes pour le monde de mon fils. Ma grand-mère avait tort, finalement. Une femme qui sait nourrir les autres peut quand même devenir invisible. Puis, il y a eu cet appel. Celui qui a tout changé. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je vais me marier. » Mon cœur a bondi. « Oh, Damien, c'est merveilleux. Oui, elle s'appelle Chloé. Je veux que tu la rencontres. Bien sûr. Quand? Où? Je peux préparer un dîner ici, à la maison, ou au restaurant si tu préfères. »« Non, maman. » Sa voix était ferme. « On va dîner au Jardin des Lys, mais comme des clients normaux. Réserve une table pour nous 3. Et, s'il te plaît, » il a hésité. « S'il te plaît, habille-toi bien. Chloé vient d'un milieu, tu vois, elle est habituée à certaines choses. » J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts sont devenus blancs. Je comprends, mon chéri. Mais je ne comprenais rien. Je sentais juste que mon fils avait honte de moi et qu'il voulait que je devienne quelqu'un d'autre pour plaire à une femme que je ne connaissais même pas. Ce soir-là, j'ai ouvert mon armoire. J'ai regardé mes vêtements simples, mes chemisiers en lin,
mes jupes de coton. J'ai touché mes mains calleuses, et je me suis demandé, qui suis-je en train de devenir pour lui? Et vous? Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être assez bien pour quelqu'un que vous aimiez? Dites-moi dans les commentaires. Il y a une violence silencieuse dans le fait de se renier pour plaire à quelqu'un d'autre. Une violence qui ne laisse pas de bleu, pas de cicatrices visibles. Juste une érosion lente de ce que l'on est. Et moi, Bérengère d'Aubigny, femme qui avait tenu tête aux critiques gastronomiques les plus féroces de Paris, qui avait bâti un empire avec ses 2 mains et son courage, je me suis laissée éroder, par amour maternel. Le matin de cette rencontre fatidique, je me suis réveillée à 5 heures, comme d'habitude. Mais au lieu d'aller au marché, je suis restée assise sur mon lit, les mains sur les genoux, à regarder mon armoire ouverte. Qu'est-ce qu'une femme de 68 ans porte pour impressionner une future belle-fille qui vient d'un certain milieu? J'ai appelé ma sœur, Mathilde. Elle vit à Lyon, elle travaille dans une galerie d'art, elle connaît ces codes sociaux qui m'ont toujours échappé. Mathilde, j'ai besoin de toi. Damien se marie. Oh, Béré, c'est merveilleux. Elle était sincèrement heureuse. Quand est-ce que je rencontre la future mariée? Ce soir. Et j'ai peur. Il y a eu un silence. Ma sœur me connaît trop bien. Peur de quoi? De ne pas être à la hauteur. Bérengère, tu es la femme la plus digne que je connaisse. Mais je ne suis pas élégante, pas comme il faudrait. Damien m'a demandé de faire un effort. J'ai entendu Mathilde prendre une grande inspiration. Il t'a demandé ça? Oui. Un autre silence. Puis, écoute-moi bien. Va chez Galeries Lafayette. Achète une robe simple, noire ou bleu marine. Des chaussures à petits talons. Va chez le coiffeur. Mais Bérengère, oui, reste toi-même. Une robe ne te définit pas. J'ai remercié ma sœur. Mais ces mots m'ont traversé sans vraiment me toucher. J'étais déjà ailleurs, déjà en train de me transformer en quelqu'un d'autre. J'ai passé l'après-midi à faire ce que je ne faisais jamais, du shopping. Les vendeuses me regardaient avec cette politesse professionnelle qui cache mal la pitié. Une femme de mon âge, seule, touchant des tissus qu'elle n'a pas l'habitude de porter. C'est pour une occasion spéciale, madame. Je rencontre ma future belle-fille. Oh, comme c'est charmant. La vendeuse avait ce sourire trop large. Alors, il faut quelque chose de chic, mais discret. Pas trop voyant. On ne veut pas faire d'ombre à la jeune femme, n'est-ce pas? On ne veut pas faire d'ombre. Ces mots sont restés plantés en moi, comme des épines. J'ai acheté une robe, bleu nuit. Simple, élégante, disait la vendeuse. Des escarpins à petits talons qui me faisaient mal aux pieds dès le premier pas. Un foulard en soie que je ne savais pas comment nouer. Puis je suis allée chez le coiffeur. Une jeune fille m'a lavé les cheveux en me massant le crâne avec des gestes mécaniques. Le coiffeur, un homme d'une 40aine d'années aux lunettes design, a tourné autour de moi en pinçant les lèvres. « On va moderniser tout ça », a-t-il dit en touchant mes cheveux gris. « Je ne veux pas de couleur », ai-je précisé. « Juste une coupe. Bien sûr, mais on va structurer. Donnez du volume. Vous allez voir, vous serez une autre femme. Une autre femme. C'était exactement ce que je voulais être ce soir-là. Une autre femme. Pas Bérengère la cuisinière, pas Bérengère aux mains calleuses. Une femme que mon fils n'aurait pas honte de présenter. Quand je suis rentrée chez moi, il était 17 heures. Le dîner était prévu pour 20 heures. J'avais le temps. Mais au lieu de me préparer, je me suis assise dans ma cuisine. Cette cuisine où j'avais cuisiné des milliers de repas, où j'avais pleuré après la mort de Philippe, où j'avais vu grandir Damien, et j'ai regardé mes mains. Elles étaient propres, les ongles coupés courts, comme toujours, quelques taches de vieillesse, des cicatrices minuscules, souvenirs de 40 ans de couteau et de plaques brûlantes. Ces mains-là avaient pétri du pain à 4 heures du matin, quand Damien avait 2 ans et que nous n'avions rien à manger. Ces mains-là avaient signé le premier bail du jardin des Lys. Ces mains-là avaient essuyé les larmes de mon fils quand il rentrait de l'école en pleurant parce que les autres enfants se moquèrent de lui, l'enfant sans père. Ces mains-là avaient bâti tout ce que nous avions. Et maintenant, il fallait les cacher, les rendre présentables, les rendre invisibles. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur, il y avait une bague, l'alliance de ma grand-mère. Elle me l'avait donnée avant de mourir. Porte-la quand tu as besoin de courage, Bérengère. Je l'ai glissée à mon doigt. Le métal était froid, rassurant. À 19 heures, j'étais prête. Robe bleu nuit, cheveux coiffés, chaussures qui me torturèrent les pieds, un peu de rouge à lèvres, un peu de parfum. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. La femme qui me fixait était élégante, discrète, présentable. Mais ce n'était pas moi. J'ai pris mon sac et je suis sortie. Mais au lieu de prendre un taxi, j'ai marché. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réfléchir. Les rues de Paris étaient belles ce soir-là. Une lumière dorée de fin d'après-midi. Les terrasses de café pleines de rire. Des couples qui marchaient main dans la main. Le monde continuait,
indifférent à mon petit drame personnel. En marchant, j'ai pensé à Philippe. S'il avait été là, qu'aurait-il dit? Béré, tu es magnifique tel que tu es. Ne change jamais. Mais Philippe n'était pas là. Et peut-être que s'il avait été là, Damien serait différent. Peut-être qu'il n'aurait pas cette honte diffuse qui semblait le ronger. Quand je suis arrivé devant le jardin des lys, j'ai senti mon cœur se serrer. Mon restaurant, mon sanctuaire, mon œuvre. Julien, mon maître d'hôtel, était déjà à l'entrée. Il m'a vu arriver et son visage s'est illuminé. « Madame d'Aubigny, quelle élégance ce soir !»« Merci Julien, mon fils est déjà arrivé ?»« Oui madame, avec une jeune femme. » Il a hésité. Une jeune femme très animée. Quelque chose dans son ton m'a alerté. Julien était l'homme le plus diplomate que je connaissais. S'il trouvait quelqu'un animé, c'était mauvais signe. Où sont-ils? Table 12, près de la fenêtre, ma table préférée. Celle qui donnait sur le petit jardin intérieur avec les lys blancs que je plantais moi-même chaque printemps. J'ai pris une grande inspiration. Merci, Julien. Madame. Il m'a regardé avec tendresse. Vous êtes magnifique, mais vous savez que vous n'avez rien à prouver à personne, n'est-ce pas? J'ai souri, mais je n'ai pas répondu, parce que je savais que j'avais tout à prouver. À mon fils, à cette femme que je ne connaissais pas, à moi-même. En traversant la salle, j'ai reconnu plusieurs habitués. Monsieur Bertrand, qui venait tous les jeudis depuis 15 ans, Madame Lefebvre et sa fille, qui célébraient toujours les anniversaires ici. Ils m'ont salué d'un signe de tête respectueux, mais je ne les ai pas vraiment vus. Tout ce que je voyais, c'était la table 12, et mon fils, et elle, Chloé. Même de dos, je pouvais voir qu'elle était belle. Cheveux blonds parfaitement lissés, robe moulante de créateur. Elle parlait fort, gesticulait. 2 de ses amis étaient à la table d'à côté. Elle riait à chaque phrase qu'elle prononçait. Damien avait l'air heureux, détendu. Il souriait. Je me suis approché. « Bonsoir », ai-je dit doucement. Chloé a levé les yeux. Son regard a glissé sur moi, de mes chaussures à mes cheveux, en une fraction de seconde. Un scan complet, une évaluation. Et dans ses yeux, j'ai vu le verdict, insuffisant. « Ah, c'est vous la mère ?» a-t-elle dit. Pas « enchantée ». Pas « bonsoir madame ». Pas « j'ai tant entendu parler de vous ». Juste « c'est vous la mère ?» comme si j'étais une déception attendue. Damien s'est levé, nerveux. « Maman, je te présente Chloé. Chloé, voici ma mère, Bérangère. » Elle n'a pas tendu la main. « Donc ?» Elle a souri. Ce sourire froid que j'avais déjà vu 1000 fois chez les clients difficiles. « En plus d'arriver en retard, vous venez habillée comme une mendiante ?» Le temps s'est arrêté. Les mots ont mis plusieurs secondes à atteindre mon cerveau. Comme une mendiante. Ma robe neuve, mes chaussures neuves, mes cheveux fraîchement coiffés, mes 40 ans de travail, ma dignité. Une mendiante. Elle a éclaté de rire. Un rire cristallin, méchant. Ses amis ont ri aussi. Et Damien a baissé les yeux. Il n'a rien dit. Pas un mot. Pas une défense. Mon fils n'a rien dit. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé définitivement en moi. Pas mon cœur. Mon cœur était déjà habitué à la douleur. Non, c'était autre chose. Une illusion peut-être. L'illusion qu'il me restait encore une place dans la vie de mon fils. J'allais m'asseoir, j'allais sourire, j'allais avaler cette humiliation avec la dignité qui m'avait porté toute ma vie. Quand Julien est arrivé, pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul. Julien s'est approché de notre table avec ce plateau d'argent que je réservais aux occasions les plus importantes, celui que nous utilisions pour les anniversaires de mariage, les demandes en mariage, les célébrations qui méritaient une attention particulière. Il se tenait droit avec cette dignité naturelle qu'il avait acquise après 22 ans à mes côtés. Julien n'était pas seulement mon maître d'hôtel, c'était un ami, un témoin de toute ma vie professionnelle. Il avait vu mes victoires et mes défaites, il connaissait chaque cicatrice sur mes mains et l'histoire derrière chacune d'elles. « Madame d'Aubigny » a-t-il dit d'une voix claire qui a coupé le rire de Chloé comme un couteau tranche le silence. « Quelle surprise! Vous ne nous aviez pas prévenu que vous dîniez ici ce soir. » Le rire s'est éteint. Chloé a regardé Julien comme si elle venait de remarquer sa présence pour la première fois. Ses amis, à la table voisine, ont cessé de glousser. « Nous aurions préparé votre table habituelle » a continué Julien. Il s'est légèrement incliné. « Madame la propriétaire ». Les 2 mots sont tombés dans la conversation comme 2 pierres dans un lac tranquille. Les ondes se sont propagées, silencieuses mais dévastatrices. Madame la propriétaire. Le visage de Chloé est passé par plusieurs couleurs. D'abord la surprise, les sourcils levés, la bouche légèrement ouverte. Puis la confusion. Elle a regardé Damien, puis moi, puis Julien, puis à nouveau Damien.
Ensuite est venue la compréhension, lente, douloureuse, comme une nausée qui monte. Et enfin, la honte, mais pas la bonne sorte de honte. Pas celle qui vient du remords ou de la conscience d'avoir blessé quelqu'un. Non, c'était la honte d'avoir commis une erreur tactique, d'avoir insulté la mauvaise personne. La propriétaire, a-t-elle murmuré. Sa voix, si assurée quelques secondes auparavant, n'était plus qu'un filet. J'ai regardé mon fils. Damien avait fermé les yeux. Ses mains étaient de crispées sur la nappe blanche. Il ne me regardait pas. Il ne regardait personne. Il semblait vouloir disparaître sous la table. Et dans ce moment, j'ai compris quelque chose de terrible. Il avait honte, mais pas de Chloé. Non, il avait honte que la vérité soit révélée. Il aurait préféré que je reste la mère effacée, discrète, celle qu'on présente rapidement avant de passer à autre chose. Il n'avait jamais voulu que Chloé sache qui j'étais vraiment. J'ai souri. Pas un sourire de triomphe, pas un sourire de vengeance. Un sourire triste, celui d'une mère qui vient de perdre quelque chose qu'elle ne pourra jamais récupérer. Oui, Chloé, ai-je dit doucement, la propriétaire de ce restaurant, depuis 1987. J'ai levé mes mains, ces mains qui sentaient encore le basilic malgré le savon parfumé que j'avais utilisé, et je les ai posées sur la table. Ces mains-là ont construit tout ce que vous voyez ici, les murs, les tables, la réputation, tout. Chloé a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ses amis, à la table voisine, se sont soudain trouvés très intéressés par leur verre de vin. L'une d'elles a même sorti son téléphone, comme pour se donner une contenance. « Madame » a dit Julien en me tirant une chaise. « Puis-je vous apporter votre apéritif habituel ?»« Merci, Julien. Un Lillet, s'il te plaît. »« Tout de suite, madame. » Il est parti, me laissant seule face à cette table où le silence était devenu assourdissant. Je me suis assise. J'ai lissé ma jupe. Cette jupe neuve que j'avais achetée pour paraître présentable. J'ai touché la bague de ma grand-mère à mon doigt. Et j'ai attendu. C'est Damien qui a parlé en premier. « Maman », sa voix était tendue. « Je suis désolée. Je pensais que tu arriverais plus tôt. Pas « je suis désolée qu'elle t'ait insulté ». Pas « je suis désolée de ne pas t'avoir défendu ». Non, il était désolé que je sois arrivée en retard, que je n'ai pas respecté le plan, que je l'ai embarrassé. J'étais en cuisine, ai-je répondu calmement. Nous avons une nouvelle équipe. Je formais le jeune pâtissier. Tu sais comment c'est, Damien. Enfin, tu savais. Le reproche était subtil, mais il était là. Il y a eu un temps, pas si lointain, où Damien savait exactement comment fonctionnait ce restaurant, où il passait ses après-midi d'été à m'aider en cuisine, où il connaissait le nom de chaque fournisseur, chaque habitué, chaque recette. Mais ce temps-là était révolu. Chloé a toussé, une petite toux délicate, artificielle, le genre de toux qu'on fait quand on veut reprendre le contrôle d'une situation qui nous échappe. « Madame d'Aubigny » a-t-elle commencé. Sa voix était différente maintenant, plus douce, presque mielleuse. Je ne savais pas. Damien ne m'avait pas dit que vous étiez... Enfin, que vous possédiez cet établissement. Cet établissement. Comme si c'était une petite boutique sans importance. Vraiment ? Ai-je demandé en regardant mon fils. Tu ne lui avais pas dit ? Damien a bu une gorgée d'eau. Ses doigts tremblaient légèrement autour du verre. Si, je lui avais dit. Mais, enfin, tu sais, on a parlé de tellement de choses. Elle a dû oublier. Chloé a acquiescé avec enthousiasme. Trop d'enthousiasme. Oui, exactement. J'ai dû confondre avec tout ce que Damien me raconte sur vous, votre vie, votre travail. Elle cherchait ses mots. J'ai dû mal comprendre. Elle mentait. Cela se voyait dans la façon dont ses yeux fuyaient les miens, dans la façon dont elle jouait nerveusement avec son bracelet. Un bracelet qui avait l'air horriblement cher. Damien ne lui avait rien dit. Ou pire, il lui avait dit, mais en minimisant, en faisant comme si ce restaurant n'était qu'un petit commerce familial. Rien d'important, rien dont il fallait parler. Julien est revenu avec mon Lillet. Il a posé le verre devant moi avec une attention particulière, puis il s'est penché légèrement pour me murmurer « Madame, chef Arnaud demande si vous voulez qu'il prépare quelque chose de spécial ce soir. Dis-lui de me surprendre, ai-je répondu. Comme d'habitude. Très bien, madame. Quand Julien s'est éloigné, j'ai vu Chloé et ses amis échanger un regard. Un regard que je connaissais bien. Le regard de gens qui réalisent qu'ils ont commis une erreur sociale majeure et qui cherchent maintenant à réparer les dégâts. L'une des amies, une brune avec des lunettes de soleil sur la tête malgré l'heure tardive, s'est penchée vers notre table. « Excusez-moi, mais c'est vraiment votre restaurant ? Le Jardin des Lys ? » « Oui, ai-je répondu simplement. « Oh mon Dieu !» Elle a porté sa main à sa bouche comme si elle venait d'assister à un miracle. « Mais c'est une institution. J'ai lu un article sur vous dans Elle il y a quelques mois, la reine discrète de la gastronomie parisienne. C'était vous ?
J'ai hoché la tête. La brune a regardé Chloé avec un mélange d'incrédulité et de reproche. « Chloé, tu ne m'avais pas dit que la mère de Damien était Bérengère d'Aubigny ?» Chloé a ri, un rire nerveux, forcé. « Si, je te l'avais dit, tu n'écoutes jamais !» Elle mentait encore, et tout le monde le savait. Le dîner qui a suivi a été l'un des plus étranges de ma vie. Chloé s'est transformée. Elle est devenue charmante, attentionnée, posant des questions sur le restaurant, sur mes recettes, sur mon parcours. Mais c'était une performance. Je voyais bien que derrière ses sourires, derrière ses exclamations admiratives, il y avait du calcul. Elle avait compris que j'avais de l'argent, que j'avais du pouvoir, que j'étais quelqu'un qu'il fallait ménager. « Madame d'Aubigny », a-t-elle dit en grignotant délicatement son entrée, un carpaccio de Saint-Jacques que chef Arnaud avait préparé spécialement pour moi. « J'aimerais tellement que vous me racontiez comment vous avez commencé. Une femme seule, dans les années 80, ça a dû être tellement difficile. »« Ça l'était, » ai-je répondu. « Mais regardez où vous en êtes maintenant. » Elle a écarté les bras comme pour englober toute la salle. « C'est inspirant. Franchement, vous êtes un modèle pour toutes les femmes. » Un modèle. Quelques minutes plus tôt, j'étais une mendiante. J'ai regardé Damien. Il mangeait en silence, les yeux fixés sur son assiette. Il n'a pas levé les yeux une seule fois pendant tout le repas. Vers 22 heures, alors que nous finissions le dessert, une tarte tatin que j'avais perfectionnée pendant des années, Chloé s'est excusée pour aller aux toilettes. Ses deux amis l'ont suivie, naturellement. Je me suis retrouvée seule avec mon fils. Le silence entre nous était épais, presque tangible. On aurait pu le couper au couteau. « Damien », ai-je dit doucement. Il a levé les yeux. Pour la première fois de la soirée, il m'a vraiment regardé. « Maman, pourquoi tu ne lui avais pas dit ?»« Je lui avais dit », a-t-il murmuré. « Je te jure. Mais elle n'a pas compris. Ou elle a oublié. Je ne sais pas. Tu as honte de moi. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. »« Non !» Il a secoué la tête avec véhémence. « Non, maman. Jamais. Comment peux-tu penser ça? Alors pourquoi tu ne m'as pas défendu quand elle m'a insulté ?» Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne savais pas quoi dire. J'étais choquée. »« Tu étais choquée, » ai-je répété. « Ton fils, mon fils, était tellement choqué qu'il n'a pas pu prendre la défense de sa mère. »« Maman, s'il te plaît, est-ce que tu l'aimes, au moins ?» La question l'a surpris. Il a cligné des yeux. « Quoi, Chloé, est-ce que tu l'aimes vraiment? Ou est-ce qu'elle représente quelque chose que tu penses devoir avoir ?» Il n'a pas répondu. Pas tout de suite. Et dans ce silence, j'ai trouvé ma réponse. Quand Chloé est revenue des toilettes, elle était encore plus radieuse qu'avant. Elle s'est assise et a posé sa main sur celle de Damien. Un geste possessif plus que tendre. « Madame d'Aubigny ?» a-t-elle dit avec un sourire éclatant. « J'ai une faveur à vous demander. » « Oui, Damien et moi, nous nous marions en juin, et nous cherchons encore un lieu pour la réception. » Elle a fait une pause dramatique. « Est-ce que ce serait possible d'organiser notre mariage ici, au Jardin des Lys? Ce serait tellement parfait. » J'ai senti mon sang se glacer. Elle voulait se marier dans mon restaurant, après m'avoir insultée, après m'avoir traitée de mendiante. Et ce qui était encore plus terrible, c'est que je voyais la logique derrière cette demande. Elle voulait impressionner ses amis. Elle voulait pouvoir dire « Nous nous sommes mariés au Jardin des Lys, vous savez, le restaurant de ma belle-mère. » Elle voulait utiliser mon travail, mon nom, ma réputation comme un accessoire de mode. J'ai regardé Damien. Il ne me regardait pas. Il jouait avec sa serviette, les yeux baissés. « C'est une belle idée, » ai-je dit lentement. « Mais tu comprends, Chloé, que le restaurant est complet pour les 6 prochains mois. Nous avons des réservations qui datent de l'année dernière. »« Oh, mais... » Elle a serré la main de Damien. « Vous pourriez sûrement faire une exception? Pour votre fils? Pour votre fils. » Ces mots auraient dû me toucher. Ils auraient dû faire fondre ma résistance. Mais tout ce que j'entendais, c'était « Vous me devez bien ça, après tout. » J'ai pris une gorgée de mon vin. J'ai touché la bague de ma grand-mère. Et j'ai souri. « Nous verrons, » ai-je dit. « Laisse-moi y réfléchir. » Ce n'était ni un oui, ni un non. C'était une porte entr'ouverte. Et dans l'art de la manipulation sociale, une porte entr'ouverte vaut parfois mieux qu'une réponse définitive. Chloé a souri, satisfaite. Mais moi, en rentrant chez moi ce soir-là, dans le taxi qui traversait Paris endormi, j'ai pleuré. Pas de rage, pas de tristesse, même. J'ai pleuré parce que j'avais compris quelque chose que je ne voulais pas comprendre. Mon fils était en train de m'échapper, et la femme qu'il avait choisie n'en voulait pas à lui. Elle en voulait à ce qu'il représentait, à ce que je représentais. Elle voulait le restaurant, le nom, l'image. Mais elle ne m'avait jamais vue, moi, Bérengère, la femme, la mère, celle qui avait tout construit avec ses mains. Pour elle, je n'étais qu'un faire-valoir. Je me demande encore si j'aurais dû dire non ce soir-là. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois,
j'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle. Les jours qui ont suivi ce dîner catastrophique ont été étranges. Comme si je marchais dans un brouillard épais, où les contours de ma vie devenaient flous, incertains. Damien m'appelait tous les jours, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. « Maman, comment vas-tu ? Maman, tu as réfléchi pour le mariage ? Maman, Chloé voudrait t'inviter à déjeuner. » À chaque appel, j'entendais quelque chose de nouveau dans sa voix. Pas de l'affection, pas du remords non plus. Non, c'était de l'urgence, presque de l'anxiété. Il voulait quelque chose. Et il avait peur que je le lui refuse. Une semaine après cette soirée, j'ai reçu un message de Chloé. Pas de Damien. De Chloé directement. « Chère Madame d'Aubigny, j'aimerais tellement qu'on puisse se revoir, toutes les deux, pour mieux se connaître. Damien m'a tellement parlé de vous. Seriez-vous libre pour déjeuner cette semaine ? Je vous invite. Bise, Chloé. Bise. » Cette familiarité forcée m'a fait l'effet d'un ongle qui grince sur un tableau noir. J'ai regardé le message pendant plusieurs minutes. Ma première impulsion a été de refuser, poliment, mais fermement. Mais quelque chose m'a retenu. Une curiosité malsaine, peut-être, ou peut-être le besoin de comprendre qui était vraiment cette femme que mon fils voulait épouser. Cette femme qui m'avait insulté puis s'était transformée en admiratrice dès qu'elle avait compris qui j'étais. J'ai répondu « Avec plaisir. Jeudi midi, si cela vous convient. » Pas de bise en retour. Juste la politesse minimale. Jeudi est arrivé trop vite. Chloé avait choisi un restaurant à Saint-Germain-des-Prés. Un de ces endroits à la mode où l'on vient plus pour être vu que pour manger. Les tables étaient serrées les unes contre les autres, la musique était trop forte, et les serveurs avaient tous l'air de mannequins en pause entre deux défilés. Quand je suis arrivée, Chloé était déjà là. Elle portait un tailleur blanc immaculé, des lunettes de soleil qu'elle a gardées sur la tête même à l'intérieur, et ce sourire éclatant qui semblait peint sur son visage. Madame d'Aubigny, elle s'est levée pour me faire la bise. 2 bises, comme si nous étions des amis de longue date. Comme c'est gentil d'être venu. Bonjour Chloé. Nous nous sommes assises. Un serveur est apparu immédiatement. Jeune, beau, sourire professionnel. Mesdames, puis-je vous apporter quelque chose à boire ? Un verre de champagne, a dit Chloé sans me consulter. Non, une bouteille. Nous fêtons quelque chose. Le serveur a hoché la tête et est parti. Nous fêtons quelque chose ? Ai-je demandé. Mais oui, notre future relation. Belle-mère et belle-fille. Elle a ri. Ce rire clair, artificiel. Je sais que nous avons mal commencé et je voulais vraiment m'excuser. Sincèrement, elle a posé sa main sur la mienne. Ses ongles étaient parfaits, longs, vernis d'un rose pâle. Des mains qui n'avaient jamais connu le travail manuel. J'étais nerveuse, a-t-elle continué. Vous savez comment c'est. On veut tellement faire bonne impression qu'on dit des bêtises. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Vraiment. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, mais elle l'avait dit. Les mots étaient sortis de sa bouche avec une facilité déconcertante, mendiante. Ce n'était pas un accident. C'était ce qu'elle pensait vraiment. Je comprends, ai-je dit simplement. Le champagne est arrivé. Chloé a insisté pour trinquer. À nous, a-t-elle dit. À la famille. J'ai levé mon verre. J'ai bu une gorgée. Le champagne était bon. Trop bon pour cet endroit bruyant et prétentieux. Pendant tout le déjeuner, Chloé a parlé. Elle a parlé de sa vie, de son travail dans la mode, de ses voyages, de ses amis. Elle a parlé du mariage. Je vois quelque chose d'intime, mais élégant. Vous voyez, pas trop de monde. Juste les gens qui comptent vraiment. Elle a parlé de Damien. Il est tellement ambitieux. Il va loin, je le sens. Avec le bon soutien, il pourrait vraiment devenir quelqu'un d'important. Devenir quelqu'un d'important. Comme s'il n'était rien maintenant. Comme s'il n'était qu'une matière brute qu'elle devait modeler. Et vous, Madame d'Aubigny, a-t-elle dit en piquant une feuille de salade avec sa fourchette, vous devez être tellement fière de lui. Un fils comme ça. Je suis fière, ai-je répondu. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. Elle a levé les yeux, surprise. Comment ça ? Je suis fière de l'enfant qu'il a été. Du garçon qui m'aidait en cuisine. De l'adolescent qui ne se plaignait jamais, même quand nous n'avions presque rien. J'ai posé ma fourchette. Je suis moins fière de l'homme qu'il est devenu. Le silence qui a suivi était lourd. Chloé a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle venait de recevoir une gifle invisible. Je ne comprends pas. Vous comprenez très bien, Chloé. Elle a ri, un rire nerveux. Madame d'Aubigny, je pense que vous me jugez mal. Je sais que j'ai fait une mauvaise première impression, mais je vous assure que... Pourquoi voulez-vous épouser mon fils ? La question l'a arrêtée net. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Parce que je l'aime, évidemment. Vraiment ? Bien sûr. J'ai bu une gorgée de champagne. J'ai regardé cette jeune femme, si belle, si sûre d'elle, et j'ai vu quelque chose de triste, une vacuité, une absence. Vous savez ce qui est intéressant, Chloé ? Ai-je dit doucement. Pendant tout ce déjeuner,
Vous avez parlé de vous, de votre travail, de vos amis, de votre vision du mariage. Mais vous n'avez pas parlé une seule fois de Damien, de qui il est vraiment, de ce qu'il aime, de ce qu'il fait rire ou pleurer. Elle a rougi. Ce n'est pas vrai. Quel est son plat préféré? Quoi? Son plat préféré? Celui qu'il mangeait quand il était enfant et qui le réconforte encore aujourd'hui. Elle a hésité. Je ne sais pas. C'est le gratin dauphinois, celui que je faisais tous les dimanches, avec beaucoup de crème et d'ail. J'ai souri tristement. Mais vous ne le savez pas, parce que vous ne lui avez jamais demandé. Le déjeuner s'est terminé dans un malaise palpable. Chloé a payé l'addition, avec la carte de crédit de Damien, j'ai remarqué, et nous nous sommes séparés avec des sourires forcés et des promesses vides. On se rappelle très vite, a-t-elle dit. Bien sûr, mais nous savions toutes les deux que c'était faux. En rentrant chez moi, j'ai marché. Paris était magnifique ce jour-là. Un ciel d'un bleu profond, une lumière dorée qui dansait sur la Seine. Les touristes prenaient des photos devant Notre-Dame. Les couples se promenaient main dans la main. Et moi, je marchais seule, les mains dans les poches, le cœur lourd. J'ai fini par m'arrêter dans un café près de chez moi. Un petit café de quartier où personne ne me connaissait. J'ai commandé un thé et je me suis assise près de la fenêtre. C'est là que je les ai vus. Damien et Chloé. Ils étaient de l'autre côté de la rue, devant une vitrine d'agence immobilière. Ils regardaient des annonces, collées l'un contre l'autre, riant. Mon premier réflexe a été de me lever, de traverser la rue, de les rejoindre. Mais quelque chose m'a retenu. Leur langage corporel. La façon dont Chloé montrait une annonce du doigt. La façon dont Damien hochait la tête, sérieux. Et puis, ils sont entrés dans l'agence. Je suis restée figée, ma tasse de thé à mi-chemin entre la table et mes lèvres. Ils cherchaient un appartement. C'était normal. Ils allaient se marier. Bien sûr qu'ils cherchaient un endroit où vivre ensemble. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ne m'en avaient-ils pas parlé? 1 heure plus tard, ils sont ressortis. Chloé avait des brochures dans les mains. Elle parlait avec animation, gesticulant. Damien l'écoutait, les mains dans les poches. Ils se sont arrêtés devant un café. Pas celui où j'étais, heureusement. Ils se sont assis en terrasse. Je savais que je devais partir, que je ne devais pas espionner mon propre fils, que c'était pathétique, mais je n'arrivais pas à bouger. J'ai payé mon thé, je suis sortie. Et comme une voleuse, comme une étrangère dans ma propre ville, je me suis approchée, pas trop près, juste assez pour entendre. Ils étaient assis côte à côte, leurs têtes penchées sur les brochures. La voix de Chloé portait dans l'air printanier. Celui-là est parfait. 180 mètres carrés, vue sur le Luxembourg, 2 chambres, 1 bureau. Et regarde le prix. C'est hors de notre budget, Chloé. Notre budget peut-être, mais pas celui de ta mère. Le monde s'est arrêté. Quoi? A dit Damien. Réfléchis. Elle a ce restaurant. Elle a de l'argent. Elle n'a personne d'autre que toi. Chloé a posé sa main sur celle de Damien. Elle va t'aider. C'est ce que font les mères, non? Il y a eu un silence. Je ne sais pas, Chloé. Elle a travaillé dur pour ce qu'elle a. Je ne peux pas lui demander. Tu ne lui demandes rien. Moi, je lui demande. Elle a souri. En fait, je ne lui demande même pas. Je lui fais comprendre que ce serait généreux de sa part, que c'est ce qu'on attend d'une mère qui veut le bonheur de son fils. Mon sang s'est glacé. Et pour le mariage, a continué Chloé, si elle accepte de nous prêter le restaurant, ça nous fait économiser au moins 50 000 €. 50 000? Tu imagines ce qu'on peut faire avec cet argent? Je pensais que tu voulais vraiment te marier au Jardin des Lys, a dit Damien d'une voix étrange. Bien sûr que je veux. Chloé a ri. C'est prestigieux. Ça fera de belles photos. Mes amis vont mourir de jalousie. Elle a fait une pause. Mais le plus important, c'est que c'est gratuit. Enfin, pas gratuit. Disons, un investissement de ta mère dans notre avenir. Un investissement. C'était donc ça. Tout ce temps, toutes ces attentions soudaines, tous ces appels, ces sourires, ces bises, ce n'était qu'une stratégie, un plan. Je n'étais pas une mère, j'étais une ressource. Un compte en banque avec des sentiments qu'on pouvait manipuler. Et si elle refuse? A demandé Damien. Il y a eu un silence. J'ai retenu mon souffle. Elle ne refusera pas, a dit Chloé avec assurance. Les mères ne refusent jamais. Surtout les mères comme la tienne. Les mères comme la mienne? Tu sais, Chloé a fait un geste vague de la main. Les mères qui ont passé leur vie à travailler, qui n'ont pas vraiment eu de vie sociale, qui n'ont que leur enfant, elles sont tellement reconnaissantes qu'on leur accorde un peu d'attention qu'elles donneraient n'importe quoi. Les mots sont tombés comme des pierres dans mon estomac. Tellement reconnaissantes qu'on leur accorde un peu d'attention qu'elles donneraient n'importe quoi. Chloé, a dit Damien, et pour la première fois, il y avait quelque chose dans sa voix qui ressemblait à du malaise. Je ne suis pas sûre que... Oh, allez, elle a ri. Ne fais pas cette tête. Je ne dis rien de méchant. Je dis juste la vérité. Ta mère t'adore.
Elle fera tout pour toi. Elle s'est penchée pour l'embrasser sur la joue. Et c'est exactement pour ça que tu as de la chance. Damien n'a pas répondu. Et ça, c'était peut-être le pire. Le fait qu'il n'ait pas protesté, qu'il n'ait pas défendu, qu'il soit resté silencieux, complice par son silence. Je suis rentrée chez moi comme un automate. J'ai monté les escaliers de mon immeuble, 5 étages sans ascenseur, ces mêmes escaliers que je montais depuis 40 ans. J'ai ouvert ma porte, je me suis assise sur mon canapé, et je suis restée là, immobile, pendant des heures. Le soleil s'est couché. La nuit est tombée sur Paris. Les lumières de la ville se sont allumées une par une, comme des étoiles terrestres. Et moi, je pensais à toutes ces années, à tous ces sacrifices, à toutes ces nuits blanches passées à travailler pour que Damien ait une meilleure vie que la mienne. Je pensais à ce petit garçon qui dormait à l'arrière de ma cuisine, à cet adolescent qui me disait « Maman, quand je serai grand, je travaillerai avec toi ». Où était-il cet enfant? Quand avait-il disparu? Et qui était cet homme qui restait silencieux pendant que sa fiancée me réduisait à un distributeur automatique de billets? J'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient tout construit, ces mains qu'on trouvait laides, calleuses, indignes. J'ai touché la bague de ma grand-mère. Porte-la quand tu as besoin de courage, Bérangère. Mais ce soir-là, ce n'était pas du courage dont j'avais besoin, c'était de la clarté. Et la clarté, je l'avais trouvée. Mon fils ne m'aimait plus, ou peut-être qu'il m'avait aimé autrefois, mais que cet amour s'était transformé en autre chose. En obligation, en gêne, en honte, et la femme qu'il voulait épouser ne voyait en moi qu'un moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. J'étais seule, peut-être que je l'avais toujours été. Avez-vous déjà découvert quelque chose sur quelqu'un que vous aimiez, quelque chose qui a tout changé, une conversation que vous n'auriez pas dû entendre? Racontez-moi, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Il y a des nuits où l'on ne dort pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut pas, parce que le sommeil ressemble trop à de l'abandon, et qu'on a besoin de rester vigilant, conscient, présent à sa propre douleur. Cette nuit-là, je ne suis pas allée me coucher. Je suis restée assise dans mon salon, les lumières éteintes, à regarder Paris scintiller derrière ma fenêtre. J'ai pensé à ma grand-mère, à Philippe, à toutes les personnes que j'avais aimées et qui n'étaient plus là. Et j'ai pensé à Damien, mon fils, mon petit prince devenu étranger. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Ce n'était pas une décision impulsive, née de la colère ou de l'humiliation. C'était une décision calme, réfléchie, qui venait du plus profond de moi-même. Je n'allais pas participer à cette mascarade. Je n'allais pas prêter mon restaurant pour un mariage qui n'était qu'une vitrine. Je n'allais pas financer un appartement pour un couple qui me voyait comme un distributeur automatique. Et surtout, je n'allais pas me taire. Le lendemain matin, j'ai appelé Damien. « Maman !» Il semblait surpris. « Ça va? Tu as réfléchi pour le mariage ?»« Oui, Damien, j'ai réfléchi. Il faut qu'on parle. Tous les trois. »« Tous les trois ?» Toi, moi et Chloé. Ce soir, si possible. Il y a eu un silence. Je l'entendais respirer. D'accord, chez toi ou au restaurant. 20 heures. Je réserve le petit salon privé. Le salon privé? Il riait, nerveux. Maman, c'est un peu formel, non? C'est important, Damien. D'accord, on sera là. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, de quelque chose d'autre. Une sorte d'adrénaline froide. Le sentiment qu'on a avant une bataille, qu'on sait devoir mener. J'ai passé la journée au restaurant, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Chef Arnaud m'a demandé 3 fois si j'allais bien. « Vous êtes pâle, madame. Vous êtes sûre que tout va bien ?»« Tout va bien, Arnaud. Juste un peu fatigué. » Mais ce n'était pas de la fatigue, c'était le poids de ce qui allait arriver. Le poids du courage qu'il faut pour regarder la vérité en face et agir en conséquence. À 19 heures, j'ai demandé à Julien de préparer le petit salon. C'était une pièce que nous réservions pour les dîners d'affaires importants ou les occasions privées. Une table ronde, des murs lambrissés, une lumière tamisée, un endroit où l'on pouvait parler sans être dérangé. « Vous recevez ce soir, madame ?» a demandé Julien. Mon fils et sa fiancée. Quelque chose dans mon ton l'a alerté. Il m'a regardé avec attention. « Madame, si vous avez besoin de quoi que ce soit... »« Merci, Julien, mais je dois faire ça seul. » Il a hoché la tête. 22 ans à mes côtés lui avaient appris à ne pas insister. Ils sont arrivés à 20 heures précises. Chloé portait une robe rouge, vive, éclatante, des talons hauts qui claquaient sur le parquet du restaurant. Elle souriait, confiante, comme quelqu'un qui s'attend à recevoir de bonnes nouvelles. Damien était plus réservé. Il portait un costume sombre. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Il avait l'air d'un homme d'affaires en réunion. Quand est-ce qu'il avait cessé de ressembler à mon fils? « Maman, Chloé s'est avancée pour me faire la bise. Comme c'est charmant, ce salon. Je n'étais jamais venue ici. C'est privé, ai-je dit. Je l'utilise rarement. Eh bien, nous sommes honorés. » Elle a ri. Ce rire que je connaissais maintenant. Celui qui sonnait faux.
Nous nous sommes assis. Julien a apporté de l'eau, du vin, quelques amuse-bouches. Puis il s'est retiré, fermant doucement la porte derrière lui. Le silence qui a suivi était épais. Damien jouait avec sa serviette. Chloé sirotait son vin en me regardant avec un sourire expectatif. « Alors, a-t-elle dit finalement, vous avez réfléchi pour le mariage ?» J'ai posé mes mains sur la table, ses mains calleuses, ses mains qui avaient tout construit. Je les ai regardées un moment avant de lever les yeux vers elle. « Oui, j'ai réfléchi. » Et elle se penchait en avant, excitée. « Non !» Le mot est tombé dans la conversation comme une pierre dans l'eau. Les ondulations se sont propagées lentement. Chloé a cligné des yeux. « Non, non, je ne peux pas vous prêter le restaurant pour votre mariage. » Son sourire s'est figé sur son visage. Damien a levé les yeux, surpris. « Maman, pourquoi ? » Parce que le restaurant est complet, comme je vous l'ai dit. Nous avons des réservations qui remontent à des mois. Je ne peux pas annuler des engagements que j'ai pris. Mais Chloé riait nerveusement. « Ce sont vos clients. Vous pouvez sûrement déplacer quelques réservations ? Pour votre fils ? Non. Madame d'Aubigny, je ne comprends pas. » Sa voix montait légèrement. « C'est le mariage de votre fils. C'est important. Je sais que c'est important. C'est précisément pour ça que vous devriez trouver un lieu qui vous correspond vraiment. Un lieu que vous choisirez ensemble, pas un lieu que vous utilisez par commodité. » Le mot a résonné. Commodité. Chloé a rougi. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez. » « Je pense que si. » Damien s'est raclé la gorge. « Maman, si c'est une question de logistique, on peut en discuter. On peut choisir une date qui t'arrange. On peut être flexible. » J'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et j'ai cherché dans ses yeux quelque chose de l'enfant qu'il avait été. Mais je ne l'ai pas trouvé. « Damien, » ai-je dit doucement, « hier après-midi, j'étais dans un café près de chez moi, et je vous ai vu, toi et Chloé, devant une agence immobilière. » Le visage de Damien s'est vidé de ses couleurs. « Tu nous as vus ? » ?»« Oui. Et ensuite, vous êtes allés prendre un café. En terrasse, j'ai fait une pause, et j'ai entendu votre conversation. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Chloé a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses doigts se sont crispés autour de son verre de vin. « Quelle conversation ?» a-t-elle demandé d'une voix trop aiguë. « On a parlé de plein de choses, je ne vois pas. Vous parliez d'un appartement, » ai-je interrompu calmement. 180 mètres carrés, vue sur le Luxembourg, hors de votre budget. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux, mais pas du mien. Damien a fermé les yeux. « Maman, tu n'as rien dit, Damien. Pendant toute la conversation, tu as écouté ta fiancée expliquer comment elle allait me manipuler pour que je finance votre appartement, comment elle allait me faire comprendre que ce serait généreux de ma part. Ma voix était calme, mais ferme. Et tu n'as rien dit. » Chloé s'est levée brusquement. Sa chaise a grincé sur le parquet. « C'est ridicule. Vous avez mal entendu, ou mal interprété. Je ne... Vous avez dit... » J'ai continué, imperturbable, que le mariage au Jardin des Lys vous ferait économiser 50 000 €, que c'était un investissement de ma part dans votre avenir, que vos amis mourraient de jalousie. C'était une blague? Non, Chloé, ce n'était pas une blague. J'ai bu une gorgée d'eau. Mes mains étaient étonnamment stables. Vous avez aussi dit que les mères comme moi, celles qui ont passé leur vie à travailler, qui n'ont pas vraiment eu de vie sociale, qui n'ont que leur enfant, sont tellement reconnaissantes qu'on leur accorde un peu d'attention qu'elles donneraient n'importe quoi. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée toxique. Chloé était devenue écarlate, ses mains tremblaient. Je n'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit. Je me suis tournée vers Damien. Et lui, il n'a rien dit. Damien avait les yeux fixés sur la table. Ses mâchoires étaient serrées. « Maman, Tu quoi, Damien ? » Pour la première fois, ma voix s'est brisée légèrement. « Tu es désolé que je l'ai entendu ? Ou tu es désolé que ce soit vrai ?» Il a levé les yeux. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose de terrible. Pas du remords, pas de la honte même, de la résignation. « Maman, tu ne comprends pas. »« Oh, je comprends très bien. »« Non !» Il a secoué la tête. « Tu as vécu toute ta vie pour ce restaurant, pour ton travail. Tu n'as jamais eu le temps pour autre chose. Pour moi, parfois. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. « Pour toi, tu étais toujours au restaurant, toujours en train de travailler, même quand j'étais enfant, même quand j'avais besoin de toi. » Sa voix montait. « Tu sais combien de fois je suis allée me coucher seule pendant que tu servais des clients? Combien de fois j'ai mangé des restes froids parce que tu étais trop occupé pour me préparer un vrai repas? J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Damien, je travaillais pour nous, pour que tu aies une vie meilleure, pour que tu ne manques de rien. Je ne manquais de rien ?» Il riait, mais c'était un rire amer. « Je manquais de toi, maman. J'avais une mère qui sentait la cuisine et qui avait les mains tachées. Une mère dont j'avais honte quand mes amis venaient à la maison. » Le silence qui a suivi était écrasant. « Honte », ai-je répété. « Tu avais honte de moi.
Il n'a pas répondu. Il ne l'a pas nié. Chloé, sentant peut-être une ouverture, s'est rassise. Elle a posé sa main sur celle de Damien. « Madame d'Aubigny », a-t-elle dit d'une voix plus douce, presque conciliante, « je pense qu'on est tous un peu tendus. On peut peut-être repartir de zéro? Oublier ce qui s'est passé? Non, non, non. J'ai regardé mon fils. Damien, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. » Ma voix tremblait maintenant, mais je continuais. Mais je ne peux pas continuer à me laisser traiter de cette façon. Je ne peux pas fermer les yeux sur ce que tu es devenu. Et qu'est-ce que je suis devenu, selon toi? Il me défiait du regard. Quelqu'un qui a oublié d'où il vient, quelqu'un qui a honte de ses origines, quelqu'un qui laisse sa fiancée insulter sa mère sans dire un mot. « Maman, je ne financerai pas votre appartement, je ne vous prêterai pas mon restaurant. Et j'ai pris une grande inspiration. Je ne viendrai pas à votre mariage. » Le silence qui a suivi était total. Damien me fixait, bouche ouverte. « Tu ne viendras pas? Non. Tu es sérieuse? » Complètement. Chloé a éclaté. « C'est ridicule. Vous êtes sa mère. Vous ne pouvez pas manquer le mariage de votre propre fils. »« Je peux, et je le ferai. » J'ai regardé Damien. « Quand tu m'aimeras pour ce que je suis vraiment, et pas pour ce que je peux te donner, peut-être qu'on pourra reconstruire quelque chose. Mais pas avant. » Damien s'est levé. Son visage était dur, fermé. « Très bien. Si c'est ce que tu veux, ce n'est pas ce que je veux, Damien. C'est ce que je dois faire. » C'est la même chose. Il a pris son manteau. « Viens, Chloé, on s'en va. » Chloé s'est levée aussi, lançant un dernier regard vers moi. Un regard où je lisais de la colère, de l'incompréhension, mais aussi quelque chose d'autre, une sorte de calcul. Elle n'avait pas dit son dernier mot. « Madame d'Aubigny » a-t-elle dit en se dirigeant vers la porte, « j'espère que vous ne regretterez pas cette décision. » J'en doute. Ils sont partis. La porte du salon s'est refermée derrière eux avec un bruit sourd, et je me suis retrouvée seule. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, dans ce salon silencieux. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Julien est entré finalement, avec précaution. « Madame, puis-je débarrasser ?» J'ai levé les yeux vers lui. Son visage était inquiet, bienveillant. « Julien ?» Ma voix s'est brisée. « Est-ce que j'ai fait la bonne chose ?» Il s'est approché. Il a posé sa main sur mon épaule, un geste qu'il ne se serait jamais permis en temps normal. « Madame d'Aubigny, en 22 ans, je ne vous ai jamais vu faire quelque chose qui manquait de dignité. Ce soir, ne fait pas exception. » J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais pas parler. Si j'ouvrais la bouche, j'allais me mettre à pleurer, et je ne voulais pas. Pas encore. « Voulez-vous que je vous appelle un taxi ?»« Non, je vais marcher. »« Madame, il est tard. J'ai besoin de marcher, Julien. » Il a compris. Il m'a aidé à me lever, m'a tendu mon manteau. « Soyez prudente, madame. » Toujours. Je suis sortie du restaurant par la porte de service, celle que j'utilisais quand je ne voulais pas croiser les clients. Paris était endormi. Les rues étaient presque vides. Juste quelques retardataires, quelques amoureux qui rentraient chez eux. J'ai marché sans but précis. Mes pieds me portaient. Automatique. J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices, à toutes ces nuits où je m'endormais épuisée, les mains douloureuses, mais le cœur plein parce que je construisais quelque chose pour mon fils. Et maintenant, il me reprochait précisément cela, d'avoir travaillé trop dur, d'avoir trop sacrifié. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'aurais dû travailler moins, être plus présente. Peut-être que j'aurais dû être une mère différente. Mais je n'avais pas eu le choix. Ou du moins, c'est ce que je m'étais toujours dit. Je me suis arrêtée sur un pont. La Seine coulait en dessous, noire et silencieuse. Les lumières de Paris se reflétaient dans l'eau comme des étoiles inversées. J'ai regardé mes mains posées sur le parapet, ces mains qui avaient tout construit, ces mains qui, ce soir, avaient tout perdu. J'ai touché la bague de ma grand-mère. Le métal était froid contre ma peau. Porte-la quand tu as besoin de courage, Bérangère. J'avais eu du courage ce soir. J'avais dit la vérité. J'avais refusé d'être manipulée. Mais le courage a un prix. Et ce prix, c'était mon fils. Une larme a coulé sur ma joue, puis une autre. Puis je n'ai plus pu m'arrêter. J'ai pleuré. Debout sur ce pont, au milieu de la nuit parisienne, j'ai pleuré toutes les larmes que je retenais depuis des mois, des années peut-être. J'ai pleuré la mère que j'avais voulu être et que je n'avais pas réussi à être. J'ai pleuré le fils que j'avais perdu. J'ai pleuré la solitude qui m'attendait. Et quand je n'ai plus eu de larmes, quand il ne restait plus qu'un vide immense et une fatigue infinie, j'ai repris mon chemin, vers chez moi, vers ma vie, vers ce qui restait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu ce courage? Ou auriez-vous fermé les yeux pour garder l'illusion d'une famille? Dites-le-moi, j'ai besoin de savoir. Les jours qui ont suivi cette soirée ont été étranges. Pas douloureux de la manière que j'anticipais. Pas cette douleur aiguë, insupportable, qui vous coupe le souffle. Non,
C'était une douleur sourde, constante, comme une dent cassée dont on explore sans cesse le contour avec la langue, incapable de s'en empêcher. Je me réveillais, j'allais au restaurant, je travaillais, je rentrais chez moi, je dormais. La vie continuait, avec une régularité mécanique, mais quelque chose en moi avait changé. Une semaine après notre confrontation, Damien m'a envoyé un message. « Maman, on doit parler, s'il te plaît. » Je l'ai regardé pendant plusieurs minutes. Mes doigts ont flotté au-dessus du clavier. J'ai tapé plusieurs réponses, les ai toutes effacées. Finalement, j'ai répondu simplement « Je ne pense pas que ce soit le bon moment. » Il n'a pas insisté. 2 jours plus tard, un autre message. « Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. On peut en discuter, non ? » On peut en discuter. Comme si c'était une simple dispute, un malentendu qu'on pouvait régler autour d'un café. Je n'ai pas répondu. Ma sœur Mathilde a appelé. Damien avait dû lui parler. « Péré, qu'est-ce qui se passe ? Damien m'a dit que tu ne viendrais pas au mariage. C'est vrai ? Mais pourquoi ? » J'ai pris une grande inspiration. Et pour la première fois, j'ai raconté. Tout, le dîner, l'insulte, la conversation que j'avais entendue, la confrontation. Mathilde a écouté en silence. Quand j'ai fini, il y a eu un long moment sans parole. « Mon Dieu, Béré », a-t-elle finalement murmuré. « Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Comment vas-tu ? » J'ai hésité. Comment allais-je ? Je ne sais pas. Certains jours, je me dis que j'ai fait ce qu'il fallait. D'autres jours, je me demande si je ne suis pas en train de commettre la plus grande erreur de ma vie. « Tu as fait ce qu'il fallait », a dit Mathilde avec conviction. « Tu t'es respecté, c'est le plus important. Mais c'est mon fils, Mathilde, mon unique enfant. Je sais, sa voix était douce. Mais parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter de le perdre plutôt que de se perdre soi-même. » Ces mots sont restés avec moi longtemps après que nous ayons raccroché. Aimer quelqu'un, c'est accepter de le perdre plutôt que de se perdre soi-même. 3 semaines après la rupture, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais au restaurant, comme tous les jeudis soirs, quand une femme est entrée. La soixantaine, cheveux gris courts, élégante mais sans ostentation. Elle portait un sac en toile et des chaussures plates. Julien l'a installée à une table près de la fenêtre. Une table pour une personne. Pendant tout le dîner, je l'ai observée discrètement depuis la cuisine. Elle mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle ne lisait pas. Elle était simplement présente. À elle-même, à sa nourriture, au moment. À la fin du repas, elle a demandé à me voir. « La dame de la table 8 souhaiterait vous parler, madame », m'a informé Julien. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis sortie de la cuisine. « Bonsoir, madame. J'espère que tout était à votre goût ?» Elle a souri, un sourire qui éclairait tout son visage. C'était exquis, vraiment. Mais ce n'est pas seulement pour ça que je voulais vous parler. Elle a hésité. « Je m'appelle Françoise Lemoine. J'étais psychiatre. Je suis à la retraite maintenant. Enchantée. Je viens ici depuis 15 ans, a-t-elle continué. Toujours seule, toujours le jeudi. Et je vous ai vu, au fil des années, dans la cuisine, avec vos équipes, avec vos clients. Je ne savais pas où elle voulait en venir. Dernièrement, a-t-elle dit doucement, j'ai remarqué que quelque chose avait changé, dans votre regard, dans la façon dont vous vous tenez. Elle a fait une pause. Je me trompe, peut-être. Je m'excuse si c'est indiscret. Mais est-ce que vous allez bien ? La question m'a surprise. Pas parce qu'elle était intime, mais parce qu'elle était sincère. Cette femme, que je ne connaissais pas vraiment, avait vu quelque chose que j'essayais de cacher. Ma voix s'est brisée légèrement. Je traverse une période difficile. Elle a hoché la tête, compréhensive. Est-ce que vous accepteriez de vous asseoir un moment ? J'ai regardé autour de moi. Le restaurant était presque vide. Le service du soir touchait à sa fin. D'accord. Je me suis assise en face d'elle. Et pour une raison que je ne comprends pas encore aujourd'hui, je lui ai tout raconté. À cette étrangère bienveillante, j'ai confié ce que je retenais depuis des semaines. Françoise m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne. « Bérangère, je peux vous appeler Bérangère ?» J'ai hoché la tête. « Bérangère, je vais vous dire quelque chose que mes 40 ans de pratique m'ont appris. » Elle s'est penchée légèrement. Les enfants passent leur vie à se construire en opposition ou en prolongement de leurs parents. C'est normal, c'est sain même. Mais parfois, dans ce processus, ils oublient de voir leurs parents comme des êtres humains. Ils les voient comme des fonctions. La mère, le père, le pourvoyeur, le protecteur. Je l'écoutais, suspendu à ces mots. Votre fils a besoin de vous voir comme une fonction. La mère qui donne, la mère qui sacrifie, la mère qui ne dit jamais non. Elle a serré ma main. En lui disant non, vous avez brisé cette image. Et c'est terrifiant pour lui. Mais est-ce que j'ai eu raison ? Vous avez eu raison, a-t-elle dit avec conviction. Parce que vous vous êtes respectée. Parce que vous avez refusé d'être réduite à un distributeur d'amour et d'argent. Elle a souri tristement.
Mais avoir raison ne rend pas les choses moins douloureuses. Non, il vous en veut maintenant. C'est normal. Mais un jour, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans, il comprendra. Elle a lâché ma main. Et même s'il ne comprend jamais, vous saurez que vous avez agi avec dignité. Cette conversation a été un tournant. Pas parce qu'elle m'a donné des réponses, mais parce qu'elle m'a donné quelque chose de plus précieux. La permission de lâcher prise. La permission d'accepter que je ne pouvais pas contrôler ce que Damien pensait de moi. La permission de vivre ma vie, même si cela signifiait vivre sans lui. Les semaines ont passé. Avril est devenu mai. Les lys de mon petit jardin intérieur ont commencé à fleurir. Ces lys blancs que je plantais moi-même chaque printemps depuis l'ouverture du restaurant. Un matin, je suis descendue tôt pour les arroser. Le soleil se levait à peine. Le restaurant était silencieux. J'étais seule avec mes plantes, mes mains dans la terre. Et j'ai réalisé quelque chose. J'étais bien. Pas heureuse, pas encore, mais en paix. Pour la première fois depuis des mois, je ne sentais pas ce poids sur ma poitrine, cette attente constante, cette peur que Damien appelle, ou pire, qu'il n'appelle pas. J'avais lâché prise. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Une décision qui m'est venue naturellement, sans effort, comme une évidence. J'ai appelé ma notaire, maître Dubois, une femme rigoureuse que je connaissais depuis 20 ans. Bérengère, quel plaisir de vous entendre. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais modifier mon testament. Il y a eu un silence surpris. Votre testament? D'accord. Quel changement souhaitez-vous apporter? Je veux créer une fondation. Une fondation? Oui. Pour aider les jeunes femmes seules, veuves, divorcées, mères célibataires, qui veulent créer leur entreprise. Je veux leur donner ce que je n'ai pas eu. Du soutien, du financement, de la formation. J'ai entendu maître Dubois griffonner des notes. C'est une belle idée, Bérengère. Et le restaurant? Le restaurant sera géré par un conseil d'administration. Les bénéfices iront à la fondation. Et, elle a hésité. Et votre fils? Mon fils recevra une somme fixe. Suffisante pour vivre confortablement, mais pas extravagante. Le reste ira à la fondation. Bérengère, a dit maître Dubois doucement. C'est une décision importante. Êtes-vous sûr? Absolument. Signer ces documents m'a procuré une sensation étrange. Pas de soulagement, pas de tristesse non plus. Juste de la clarté. Pendant toutes ces années, j'avais travaillé pour Damien, pour lui construire un avenir, pour lui laisser quelque chose. Mais maintenant, je travaillais pour autre chose, pour d'autres femmes, pour d'autres enfants qui dormiraient à l'arrière d'une cuisine pendant que leur mère construisait leur avenir. Mon héritage ne serait pas un restaurant qu'un fils ingrat vendrait peut-être pour acheter un appartement trop cher. Mon héritage serait l'espoir, la possibilité, la dignité donnée à celles qui, comme moi, avaient tout perdu et devaient tout reconstruire. J'ai aussi fait autre chose. J'ai recommencé à vivre. Pas de manière spectaculaire, pas de grands changements, mais des petits ajustements qui, mis bout à bout, formaient une vie différente. J'ai pris des cours de peinture, quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je repoussais toujours, par manque de temps. Le mercredi après-midi, je fermais le restaurant et j'allais dans un petit atelier rue de la Roquette. Il y avait là d'autres femmes de mon âge. Nous peignions en silence ou en parlant de tout et de rien. Personne ne me connaissait comme Bérengère d'Aubigny, propriétaire du Jardin des Lys. J'étais juste Bérengère, une femme avec un pinceau et des rêves de couleur. J'ai aussi recommencé à voir des amis, des gens que j'avais négligés pendant des années parce que le restaurant prenait tout mon temps. Françoise, la psychiatre à la retraite, est devenue une amie proche. Nous dînions ensemble tous les jeudis. Nous parlions de livres, de politique, de la vie. Elle me racontait ses voyages. Je lui racontais mes recettes. Et lentement, imperceptiblement, je suis redevenue moi-même. Pas la mère de Damien, pas la propriétaire du Jardin des Lys, juste Bérengère. Un soir de juin, le mois où devait avoir lieu le mariage, je suis allée me promener au Jardin du Luxembourg. C'était une belle soirée, chaude, mais pas étouffante. Le soleil couchant donnait aux arbres une teinte dorée. Des enfants jouaient près du bassin. Des couples se promenaient, main dans la main. Je me suis assise sur un banc. J'ai regardé les gens passer, et j'ai pensé à Damien. Aujourd'hui, c'était peut-être son mariage, ou peut-être pas. Je ne savais pas. Il ne m'avait pas contacté pour me dire la date finale. J'ai touché la bague de ma grand-mère. Porte-la quand tu as besoin de courage, Bérengère. Mais ce soir, je n'avais pas besoin de courage. J'avais juste besoin de me souvenir du petit garçon qui dormait à l'arrière de ma cuisine. Me souvenir de l'adolescent qui me disait « Maman, quand je serai grand, je travaillerai avec toi. » Me souvenir de l'amour que j'avais eu pour lui, de l'amour que j'avais toujours. Mais j'ai aussi compris quelque chose d'important. Aimer quelqu'un ne signifie pas accepter tout, ne signifie pas se laisser maltraiter, ne signifie pas renoncer à sa dignité. Aimer quelqu'un, vraiment,
c'est parfois savoir dire non. C'est parfois savoir partir. C'est parfois accepter que l'amour ne suffit pas. Une larme a coulé sur ma joue, puis une autre. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de libération. Je pleurais ce que j'avais perdu, oui, mais je célébrais aussi ce que j'avais retrouvé. Moi-même. Un homme âgé, assis sur le banc voisin, m'a regardé avec inquiétude. « Madame, ça va ?» J'ai souri à travers mes larmes. « Oui, ça va. Pour la première fois depuis longtemps, ça va vraiment. » Il a hoché la tête, rassuré, et est retourné à son journal. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange. Pas de joie, pas de tristesse non plus, juste de l'acceptation. J'avais fait ce que je devais faire, j'avais dit la vérité, j'avais posé des limites, j'avais refusé d'être manipulée. Et si cela signifiait perdre mon fils, eh bien, peut-être que certaines pertes sont nécessaires, peut-être que certaines pertes sont, paradoxalement, des victoires sur soi-même, sur ses peurs, sur ce besoin désespéré d'être aimé qui nous pousse parfois à accepter l'inacceptable. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans réveil en sursaut. J'ai rêvé de mon restaurant, du jardin avec les lys blancs, de ma grand-mère qui me tendait la main en souriant. « Tu as bien fait, Bérangère, tu as bien fait. » Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai senti quelque chose de nouveau. Pas du bonheur, pas encore, mais de l'espoir. L'espoir que la vie continue, l'espoir que la douleur s'estompe, l'espoir que, peut-être, un jour, Damien comprendrait. Et même s'il ne comprenait jamais, j'avais appris à vivre avec cette possibilité. J'avais appris à être heureuse malgré tout. J'avais appris que je pouvais survivre à tout, même à la perte de mon propre enfant, parce que je ne m'étais pas perdue moi-même. Et c'était, finalement, la seule chose qui comptait vraiment. Avez-vous déjà dû choisir entre votre dignité et quelqu'un que vous aimiez? Avez-vous déjà dû dire non à quelqu'un d'important pour vous dire oui à vous-même? Racontez-moi. Vos histoires me donnent du courage. 3 ans ont passé. 3 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement, à respirer autrement, à être Bérangère, sans le poids de l'attente ou de la culpabilité. Le jardin des lys continuait de prospérer. Ma fondation, que j'avais baptisée « Les mains qui bâtissent », avait aidé 17 femmes à créer leur entreprise. 17 histoires de courage et de renaissance qui me rappelaient chaque jour pourquoi j'avais fait les choix que j'avais faits. Damien ne m'avait jamais rappelé, pas une fois, pas même pour mon anniversaire. Pas même pour Noël. Au début, j'attendais. Je me disais, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Puis, j'ai arrêté d'attendre. C'était mieux ainsi. J'avais entendu des choses, bien sûr. Paris est une petite ville pour ceux qui évoluent dans certains milieux. Les rumeurs voyagent vite, surtout quand elles concernent ceux qui sont tombés de haut. 6 mois après notre rupture, j'avais appris par Françoise, qu'il avait elle-même entendu d'une amie, que le mariage avait bien eu lieu, dans un hôtel particulier à Versailles. Pas au jardin des lys, évidemment. Une cérémonie grandiose, m'avait dit Françoise avec une moue dubitative. Trop grandiose, selon mon amie. Le genre de mariage où l'on sent que les mariés essaient d'impressionner plutôt que de célébrer. J'avais hoché la tête, je n'avais rien ressenti. Ni douleur, ni soulagement. Juste une sorte d'indifférence distante. 1 an plus tard, j'avais croisé une ancienne collègue de Damien au marché. Elle m'avait reconnue et était venue me parler. « Madame d'Aubigny, comment allez-vous ?»« Bien, merci. Et vous ?» Très bien. Elle avait hésité. J'ai vu Damien il y a quelques semaines. Mon cœur s'était serré malgré moi. Ah oui? Oui. Elle cherchait ses mots. Il avait l'air fatigué, stressé. Il m'a dit qu'il traversait une période difficile au travail. Je vois. Et sa femme? Chloé, c'est ça? Elle avait fait une grimace. Elle était avec lui, très exigeante. Elle parlait fort, commandait tout le monde. Elle avait l'air... Enfin, vous voyez? Je voyais. 2 ans après notre séparation, Julien m'avait montré un article dans un magazine économique. Damien avait tenté de monter sa propre agence de conseil. L'entreprise avait fait faillite après 8 mois. « Madame, » m'avait dit Julien avec précaution, « je pensais que vous devriez savoir. J'avais lu l'article, des mots techniques sur la gestion, les investissements ratés, les clients perdus. Mais entre les lignes, je lisais autre chose. L'échec d'un homme qui avait voulu aller trop vite, trop haut, sans les fondations nécessaires. Merci Julien. Vous allez bien? Oui, et c'était vrai. Je n'éprouvais pas de satisfaction devant son échec. Juste une tristesse lointaine. La tristesse d'une mère qui voit son enfant se brûler les ailes en refusant d'écouter les avertissements. Et puis, il y a 3 semaines, quelque chose s'est produit. J'étais à l'hôpital Cochin. Pas pour moi, pour Mathilde, ma sœur, qui avait eu une petite intervention chirurgicale. Rien de grave, une opération du genou.
mais je voulais être là à son réveil. J'attendais dans le couloir du 3e étage, assise sur l'une de ces chaises en plastique inconfortables qu'on trouve dans tous les hôpitaux du monde, quand je l'ai vue. Chloé. Elle marchait vers moi, mais elle ne m'avait pas encore remarqué. Elle regardait son téléphone, les sourcils froncés. 3 ans avaient passé, et ce n'était plus la même femme. Oh, elle était toujours soignée, les cheveux toujours blonds, les vêtements toujours chers, mais quelque chose avait changé. Ses traits étaient tirés, durs, des rides profondes marquèrent son front et le coin de ses lèvres. Pas les rides du rire, mais celles de l'amertume. Elle avait maigri aussi, trop maigri. Ses clavicules saillaient sous son chemisier de soie. Elle a levé les yeux de son téléphone et m'a vu. Le temps s'est arrêté. Je voyais dans ses yeux qu'elle me reconnaissait. Je voyais aussi qu'elle hésitait, continuait à marcher, faire semblant de ne pas m'avoir vue, ou s'arrêter. Elle s'est arrêtée. Madame d'Aubigny, Chloé, un silence, long, pesant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-elle demandé. Sa voix n'avait plus cette assurance irritante. Elle sonnait, fatiguée. « Ma sœur, une petite opération. Et vous ?» Elle a hésité. « Je viens voir quelqu'un. » Je n'ai pas insisté. Mais je voyais bien qu'elle ne voulait pas m'en dire plus. Nous sommes restés là, debout dans ce couloir d'hôpital, 2 femmes qui s'étaient affrontées il y a 3 ans et qui se retrouvaient maintenant dans cet endroit neutre où la vie montre sa fragilité. « Comment va Damian ?» ai-je demandé, pas par politesse, par besoin réel de savoir. Le visage de Chloé s'est crispé. « Damien va !» Elle a ri, un rire sans joie. « Damien va comme quelqu'un qui a tout raté. Que voulez-vous dire? Vous ne savez pas ?» Elle me regardait avec quelque chose qui ressemblait à du défi. « Bien sûr que non. Vous ne nous parlez plus. Vous nous avez abandonnés. » Abandonnés. Le mot était si déplacé qu'il en devenait presque comique. « Je ne vous ai pas abandonné, Chloé. J'ai refusé d'être manipulée. Ce n'est pas la même chose. » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis, à ma grande surprise, ses yeux se sont remplis de larmes. « Vous aviez raison, » a-t-elle murmuré. « Pour tout, vous aviez raison. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à faire ce que j'ai fait ensuite. Peut-être la curiosité, peut-être un reste de cet instinct maternel qui ne meurt jamais complètement. « Il y a une cafétéria au rez-de-chaussée, » ai-je dit. « Vous voulez qu'on aille prendre un café ?» Elle m'a regardé comme si je venais de lui proposer quelque chose d'impossible. « Oh, pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous avez l'air d'avoir besoin de parler. » Elle a hésité, puis elle a hoché la tête. Nous nous sommes assises dans un coin tranquille de la cafétéria. 2 cafés noirs. Aucune de nous 2 n'a touché à sa tasse pendant les premières minutes. C'est elle qui a parlé en premier. « Tout s'est effondré », a-t-elle dit d'une voix plate. « Absolument tout. Racontez-moi. » Elle a ri amèrement. « Par où commencer? Le mariage? L'appartement? L'entreprise de Damien? Notre couple? Commencez où vous voulez. » Elle a pris une grande inspiration. « Le mariage, vous savez qu'on l'a fait à Versailles. J'ai entendu. Ça nous a coûté une fortune qu'on n'avait pas vraiment. » Elle fixait sa tasse. « Mes parents ont payé une partie. Damien a contracté un prêt pour le reste. Il disait que c'était un investissement, que les contacts qu'on allait se faire pendant le mariage nous rapporteraient plus tard. Et ça n'a rien rapporté du tout. Les gens sont venus, ont mangé, ont bu, ont pris des photos, et puis ils sont partis. La vie a continué. » Elle a souri tristement. Personne ne se souciait vraiment de nous. Ils étaient juste là pour le spectacle. J'ai hoché la tête. Je l'avais su dès le début. Ensuite, l'appartement, a-t-elle continué. Vous vous souvenez de cet appartement dont on parlait? Celui avec vue sur le Luxembourg? Je me souviens. On l'a acheté. Elle a ri, mais c'était un rire douloureux. Enfin, on a essayé. On a pris une hypothèque énorme. Damien était sûr que son entreprise allait décoller, qu'on pourrait facilement rembourser. Mais l'entreprise a fait faillite, vous savez? J'ai lu un article. Alors, vous savez, elle a bu une gorgée de café, grimaçant comme si c'était du poison. Il a perdu tout l'argent qu'il avait investi. Et plus encore, il y a des dettes, beaucoup de dettes. Et l'appartement? Vendu, aux enchères. On vit maintenant dans un 2 pièces à Créteil. Elle a dit ça comme si c'était une sentence de mort. Créteil, moi qui ai grandi dans le 16e arrondissement. Il y avait quelque chose de pathétique dans sa voix, mais aussi quelque chose d'humain. Pour la première fois, je voyais Chloé non pas comme un personnage arrogant, mais comme une femme qui avait construit sa vie sur des illusions et qui voyait maintenant ses illusions s'effondrer. « Et vous ?» ai-je demandé. « Comment allez-vous ?» Elle a ri, un rire sans joie. « Comment je vais ? Je vais comme quelqu'un qui a tout perdu. Mon appartement, mes amis, enfin, les gens que je croyais être mes amis, mon travail dans la mode. » Elle a fait un geste vague. « Personne ne veut travailler avec la femme du type qui a fait faillite. C'est drôle comme ça marche, non? Quand tout va bien, tout le monde est là.
Quand ça se gâte, vous êtes seul. Exactement. Elle m'a regardé dans les yeux. Comme vous me l'aviez dit, les mères comme la tienne sont tellement reconnaissantes qu'on leur accorde un peu d'attention qu'elles donneraient n'importe quoi. Vous vous souvenez que j'ai dit ça? Je me souviens. J'avais tort. Sa voix tremblait. J'avais tellement tort. Vous n'étiez pas reconnaissante. Vous étiez forte. Vous étiez digne. Et moi, elle s'est essuyé les yeux. Moi, j'étais juste une idiote superficielle qui pensait que l'argent et le statut étaient tout ce qui comptait. Nous sommes restées silencieuses un moment. Et Damien? Ai-je finalement demandé? Comment va-t-il vraiment? Le visage de Chloé s'est assombri. Il est détruit, pas financièrement seulement, émotionnellement. Elle a hésité. Il parle de vous, vous savez? Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a tout gâché, que vous aviez raison, que elle a pris une grande inspiration, que je n'étais pas la bonne personne, que vous l'aviez vu avant lui. Vous êtes toujours ensemble? Elle a ri amèrement. Techniquement, oui, on n'a pas divorcé, mais elle a regardé par la fenêtre. On ne se parle presque plus. On vit côte à côte, mais séparément. Lui sur son canapé avec ses échecs, moi dans la chambre avec mes regrets. C'est pour lui que vous êtes ici? À l'hôpital? Elle a hoché la tête. Il est au 5e étage, service de psychiatrie. Il a essayé, sa voix s'est brisée. Il a essayé de se faire du mal. Rien de grave, heureusement, mais assez pour qu'on le garde en observation. Le monde a basculé. Mon fils, mon Damien, au service de psychiatrie. Depuis quand? Ma voix était à peine audible. 3 jours. Est-ce que je peux le voir? Chloé m'a regardé longuement. Je ne sais pas s'il veut vous voir. Mais vous pensez que je devrais? Elle a hésité, puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Je pense que c'est vous qu'il a besoin de voir, pas moi. Ça n'a jamais été moi. Elle a souri tristement. J'ai juste été un pansement sur une blessure que seule une mère peut guérir. Nous avons terminé nos cafés en silence. Puis Chloé s'est levée. Je dois y retourner. Les heures de visite se terminent bientôt. Chloé, ai-je dit alors qu'elle s'apprêtait à partir. Oui, je ne vous souhaite pas de mal. Je ne l'ai jamais fait. Elle m'a regardé avec des yeux rougis. Je sais, et c'est ce qui rend tout ça encore plus difficile. Elle a fait une pause. Vous étiez la seule personne honnête dans toute cette histoire, et on vous a traité comme l'ennemi. La vie nous apprend parfois des leçons difficiles. Oui, elle a souri tristement. Des leçons très, très difficiles. Elle est partie. Et je suis restée assise là, dans cette cafétéria d'hôpital qui sentait le désinfectant et le café réchauffé, à essayer de comprendre ce que je venais d'apprendre. Mon fils était là-haut, au 5e étage, brisé, seul, désespéré. Et moi, j'étais ici, avec mes mains calleuses, mon restaurant, ma fondation. Ma vie que j'avais reconstruite pierre par pierre. J'avais survécu. Lui, apparemment, non. Je ne suis pas montée le voir ce jour-là. Pas par cruauté. Pas par vengeance, mais parce que je ne savais pas si c'était ma place. Pas encore, pas après 3 ans de silence. Je suis rentrée chez moi. J'ai appelé Mathilde depuis sa chambre d'hôpital. Béré, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Et qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas. Tu veux le voir? J'ai hésité. Oui, mais je ne sais pas si je le dois. Écoute-moi bien, Béré. La voix de Mathilde était ferme. Tu as fait ce qu'il fallait il y a 3 ans. Tu t'es respecté. Tu as posé des limites. C'était nécessaire. Oui. Mais maintenant, il souffre, vraiment. Et tu es sa mère. Elle a fait une pause. Tu as le droit de l'aider, sans renoncer à ta dignité, sans accepter les comportements passés. Mais tu peux lui tendre la main. Pas pour le sauver. Il doit se sauver lui-même. Mais pour lui montrer qu'il n'est pas seul. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je pensais à Damien, au petit garçon qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu. À l'homme brisé qui était maintenant dans un lit d'hôpital. Je pensais à Chloé, à sa transformation, à ses regrets, et je pensais à moi. À ce que j'avais appris pendant ces 3 ans. J'avais appris que la justice n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne vient pas toujours sous forme de grandes révélations ou de revanches éclatantes. Parfois, la justice est simplement le temps qui passe, le temps qui montre les conséquences de nos choix, le temps qui érode les illusions, le temps qui rend à chacun ce qu'il a semé. Chloé avait semé la superficialité, la manipulation, le mépris, et elle récoltait la solitude, les regrets, le vide. Damien avait semé le déni, la honte, le silence, et il récoltait l'échec, la dépression, le désespoir. Et moi, j'avais semé la dignité, le travail, l'honnêteté, et je récoltais la paix, la clarté, la force. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais, ce n'était pas de la joie devant leur chute, c'était juste de la compréhension que la vie, finalement, est juste. Pas toujours de la façon qu'on attend,
pas toujours au moment qu'on voudrait. Mais elle est juste. Avez-vous déjà vu la justice se faire naturellement, sans que vous ayez à intervenir? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous avait fait du mal recevoir les conséquences de ses propres choix? Racontez-moi. Parfois, savoir que le temps fait son œuvre nous aide à patienter. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je savais ce que je devais faire, pas par obligation, pas par culpabilité, mais par choix, mon choix. J'allais voir Damien, non pas pour redevenir la mère qu'il avait rejetée, non pas pour lui dire « tout est pardonné », alors que rien n'était réglé, mais pour lui montrer quelque chose d'important, qu'on peut tendre la main sans s'agenouiller, qu'on peut aimer sans se perdre. Je me suis préparée avec soin, pas comme il y a 3 ans, quand j'avais acheté cette robe neuve pour impressionner Chloé. Non, cette fois, je me suis habillée comme je m'habille tous les jours. Un chemisier en lin, une jupe simple, mes chaussures plates, mes mains propres mais calleuses. J'étais Bérangère, juste Bérangère. Avant de partir, j'ai touché la bague de ma grand-mère. Elle était chaude contre ma peau, réchauffée par la lumière du matin qui entrait par ma fenêtre. Porte-la quand tu as besoin de courage, Bérangère. Aujourd'hui, j'avais du courage. Pas le courage de la peur, mais le courage de la sagesse. Le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. À l'hôpital Cochin, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage, service de psychiatrie. Les couloirs étaient différents ici, plus calmes, plus doux, des couleurs apaisantes sur les murs, des lumières tamisées. À l'accueil, une jeune infirmière m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Bonjour madame, qui venez-vous voir ?»« Damien Moreau, je suis sa mère. » Elle a vérifié sur son ordinateur. « Ah oui, chambre 512. » Elle a hésité. « Madame, il est conscient, mais il est encore très fragile. Essayez de ne pas le bouleverser. » « Je comprends. » Et elle m'a regardé avec gentillesse. « C'est bien que vous soyez là. Il demande après vous depuis hier. » Mon cœur s'est serré. « Il demande après moi ?»« Oui. » Il répète votre nom. « Bérangère. C'est bien vous ?»« C'est moi. » J'ai marché lentement dans le couloir. Chambre 508, 510, 512. Je me suis arrêtée devant la porte. Ma main tremblait légèrement en la posant sur la poignée. 3 ans. 3 ans sans voir mon fils. 3 ans de silence. 3 ans de douleur et de reconstruction. Et maintenant, de l'autre côté de cette porte, il y avait cet homme que j'avais mis au monde. Cet enfant que j'avais aimé plus que ma propre vie. Cet homme qui m'avait brisé le cœur. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai ouvert la porte. La chambre était petite. Un lit, une chaise, une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Et dans ce lit, il y avait Damien, mon fils. Il avait tellement changé. Il avait maigri. Ses cheveux, autrefois si soignés, étaient ébouriffés. Il avait une barbe de plusieurs jours. Ses yeux qui avaient été si vifs, si pleins d'ambition, étaient maintenant éteints, cernés. Mais c'était toujours Damien, mon petit garçon, mon fils. Il m'a vu, et pendant quelques secondes, il n'a pas réagi. Il m'a juste regardé, comme s'il n'était pas sûr que j'étais réelle. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. Maman, ce mot, ce simple mot que je n'avais pas entendu depuis 3 ans. Bonjour Damien. Ma voix était calme, stable, mais mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je me suis approchée du lit. J'ai tiré la chaise et je me suis assise. Pas trop près, pas trop loin, juste à la bonne distance. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Lui, dans son lit, les yeux fixés sur moi. Moi, sur ma chaise, les mains posées sur mes genoux. « Tu es venu » a-t-il finalement murmuré. « Oui, je pensais que tu ne viendrais jamais. J'ai hésité. Pourquoi tu es venu ?» J'ai réfléchi à ma réponse. Je voulais être honnête, totalement honnête. Parce que tu es mon fils. Parce que, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la douleur, malgré les 3 ans de silence, tu es mon fils. Et une mère ne peut pas complètement effacer cela. Il a fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur ses joues. « Je suis désolé » a-t-il chuchoté. « Maman, je suis tellement désolé. » « Désolé pourquoi, Damien ?» Ma voix était douce, mais ferme. « Désolé de m'avoir laissé me faire insulter ? Désolé de ne pas m'avoir défendu ? Désolé d'avoir eu honte de moi ? Pour tout ?» Il sanglotait maintenant. « Pour absolument tout. Tu avais raison. Pour Chloé, pour l'argent, pour tout. Je ne voulais pas avoir raison, Damien. Je voulais juste être respecté. Je sais. » Il a ouvert les yeux et m'a regardé. « Je sais maintenant. Mais c'est trop tard. » Je me suis penchée légèrement en avant. « Damien, qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment ?» Il a ri, un rire amer, cassé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout s'est effondré. L'entreprise, l'appartement, mon mariage, ma vie. Il a regardé le plafond. Je pensais que j'étais intelligent, que j'avais tout compris, que je n'avais pas besoin des conseils d'une mère qui passait sa vie en cuisine. Damien ? Non, laisse-moi finir.
Il s'est redressé légèrement dans son lit. J'ai passé ma vie à avoir honte de toi, de tes mains tachées, de ton tablier, de ton accent du sud-ouest que tu n'as jamais vraiment perdu. J'avais honte de ne pas avoir un père, d'avoir une mère qui travaillait comme une forcenée pendant que les autres mères allaient à des déjeuners entre amis. Chaque mot était un coup de couteau, mais j'écoutais, je devais écouter. Et quand j'ai rencontré Chloé, a-t-il continué, elle représentait tout ce que je pensais vouloir, la sophistication, le statut, le monde dont je pensais faire partie. Il a ri amèrement. Je ne voyais pas qu'elle était vide, qu'elle ne m'aimait pas vraiment, qu'elle aimait l'idée de ce que je pouvais devenir. Et tu ne voyais pas non plus ce que tu avais, ai-je dit doucement. Quoi? Une mère qui t'aimait, qui aurait fait n'importe quoi pour toi, qui a bâti un empire avec ses mains pour que tu aies une vie meilleure. J'ai levé mes mains. Ces mains dont tu avais honte, ce sont ces mains-là qui ont payé tes études, qui t'ont nourri, qui t'ont construit un avenir. Il a baissé les yeux, incapable de me regarder. Je sais maintenant, mais trop tard. Tout est détruit. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Paris s'étendait devant moi, magnifique et indifférente. Damien, ai-je dit sans me retourner, il y a 3 ans, quand tu m'as laissé me faire insulter dans mon propre restaurant, j'ai compris quelque chose. Quoi? Que je ne pouvais pas te sauver, que je ne pouvais pas te forcer à me voir, à me respecter, à m'aimer comme je méritais d'être aimé. Je me suis retourné pour le regarder. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je me suis sauvé moi-même, en me coupant de ta vie, en posant des limites, en refusant d'être maltraité, en choisissant ma dignité plutôt que ton confort. Il a hoché la tête lentement. Et tu as eu raison. Oui, j'ai eu raison. Je suis retourné m'asseoir. Mais maintenant, je vais te dire quelque chose d'autre. Quelque chose que j'ai appris pendant ces 3 ans. Il m'a regardé, attentif. Tu n'es pas détruit, Damien. Tu es blessé. Tu as échoué. Tu as perdu. Mais tu n'es pas détruit. J'ai posé ma main sur la sienne. Cette main que je n'avais pas touchée depuis 3 ans. Tu es encore jeune. Tu as encore du temps. Tu peux reconstruire. Comment? Sa voix était celle d'un enfant perdu. Je n'ai plus rien. Plus d'argent. Plus de carrière. Plus de... Tu as tes mains, l'ai-je interrompu. Tu as ton intelligence. Tu as ton éducation. Et maintenant, tu as quelque chose que tu n'avais pas avant. Quoi? L'humilité, la conscience de tes erreurs, la compréhension que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à son code postal. Nous sommes restés silencieux un moment. Maman, a-t-il finalement dit, est-ce que tu peux me pardonner? J'ai réfléchi longuement à cette question, pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je voulais la formuler correctement. Le pardon, Damien, ce n'est pas oublier, ce n'est pas effacer. J'ai serré sa main. C'est accepter que ce qui s'est passé fait partie de notre histoire. C'est décider de ne plus porter le poids de la rancune. Alors, tu me pardonnes? Je te pardonne. Mais cela ne signifie pas que les choses redeviendront comme avant. Il a avalé avec difficulté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous devons reconstruire, lentement, avec honnêteté. J'ai regardé ses yeux rougis. Ça signifie que tu dois d'abord te reconstruire toi-même, faire ce travail, comprendre pourquoi tu as fait les choix que tu as faits. Et après, si tu veux qu'on ait une relation, ce sera une relation basée sur le respect mutuel, pas sur ce que je peux te donner, pas sur l'obligation, mais sur un vrai lien. Je veux ça, a-t-il dit avec urgence. Je veux vraiment ça. Alors commence par te soigner, par aller mieux, par comprendre qui tu es vraiment, pas qui tu penses devoir être. Je suis resté avec lui encore 1 heure. Nous avons parlé, pas de tout. Il y avait trop à dire pour une seule visite. Mais nous avons commencé. Je lui ai parlé de ma fondation, de ces 17 femmes que j'avais aidées à reconstruire leur vie. Tu fais ça? Il semblait étonné. Une fondation? Oui, les mains qui bâtissent. J'ai souri. Pour toutes les femmes qui, comme moi, ont dû tout recommencer à zéro. C'est magnifique, maman. C'est ma façon de donner un sens à tout ce qui s'est passé. Il a hoché la tête, pensif. Et l'héritage? Le restaurant? Le restaurant continuera. Et quand je ne serai plus là, il appartiendra à un conseil d'administration. Les bénéfices iront à la fondation. Et moi? Sa voix était petite. Tu recevras une somme qui te permettra de vivre confortablement. Mais pas une fortune. J'ai regardé dans ses yeux. Parce que je veux que tu construises ta propre vie, avec tes propres mains, comme je l'ai fait. Il a fermé les yeux, mais il a hoché la tête. Je comprends. Et tu as raison. Quand l'infirmière est venue me dire que les heures de visite étaient terminées, je me suis levé. Je reviendrai, ai-je dit. Pas demain, mais bientôt. Promis? Promis. Il m'a attrapé la main alors que je m'apprêtais à partir. Maman, sa voix tremblait. Merci d'être venue. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Un enfant peut abandonner ses parents, Damien. Mais une mère, j'ai souri tristement. Une mère ne peut jamais vraiment abandonner son enfant. Elle peut s'éloigner pour se protéger.
mais elle ne peut jamais oublier complètement. Je t'aime, maman. Ces mots que je n'avais pas entendus depuis si longtemps. Je t'aime aussi, mon fils. En sortant de l'hôpital, je me suis arrêtée sur les marches. Le soleil brillait. Paris vivait sa vie habituelle. Des gens passaient, pressés, indifférents. Et moi, Bérangère d'Aubigny, 68 ans, restauratrice, mère, femme qui avait tout perdu et tout reconstruit, je me suis assise sur ces marches et j'ai regardé mes mains. Ces mains qui avaient pétri tant de pâtes, ces mains qui avaient essuyé tant de larmes, ces mains qui avaient construit un empire, ces mains qui avaient posé des limites, ces mains qui aujourd'hui avaient tendu la main à un fils perdu. Elles étaient calleuses, tachées, vieillies, mais elles étaient belles. Parce qu'elles étaient honnêtes, j'ai pensé à tout le chemin parcouru, à cette soirée au restaurant, il y a 3 ans, quand Chloé m'avait insultée, à la confrontation, à la rupture, à la douleur, à ces 3 années de reconstruction, de découverte de moi-même, de paix retrouvée, et maintenant, à ce nouveau chapitre qui commençait peut-être avec Damien, ou peut-être pas, le temps le dirait. Mais ce que je savais avec certitude, c'est que j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais choisi ma dignité, j'avais refusé d'être manipulée, j'avais construit une vie qui avait du sens, même sans mon fils. Et maintenant, si nous devions nous retrouver, ce serait sur de nouvelles bases, des bases saines, des bases de respect. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêtée au jardin des Lys. Julien était là, comme toujours. « Madame, comment s'est passée votre journée ?»« Bien, Julien, très bien. » Il m'a regardée attentivement. « Vous avez l'air différente. »« Différente comment ? Plus légère, comme si vous veniez de déposer un poids. » J'ai souri. C'est exactement ça. Le soir, assise dans mon salon avec une tasse de thé, j'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, avaient été insultées, rabaissées, sous-estimées. Toutes ces femmes qui travaillaient dans l'ombre pendant que d'autres récoltèrent les lauriers. Toutes ces femmes aux mains calleuses et au cœur généreux. Toutes ces femmes qui donnaient tout et ne recevaient que du mépris en retour. Et j'ai compris que mon histoire n'était pas qu'à moi. C'était l'histoire de toutes ces femmes. Et si mon expérience, ma douleur, ma reconstruction, ma sagesse, pouvait aider ne serait-ce qu'une seule de ces femmes à ouvrir les yeux. Si mon histoire pouvait montrer à une seule mère qu'elle a le droit de se respecter. Si mon parcours pouvait inspirer une seule femme à choisir sa dignité plutôt que l'approbation des autres, alors tout cela, toute cette douleur, toutes ces larmes, tous ces sacrifices auraient eu un sens profond, un sens qui dépassait ma petite vie. Et c'était, finalement, tout ce qui importait. J'ai touché une dernière fois la bague de ma grand-mère. Porte-la quand tu as besoin de courage, Bérangère. Je n'avais plus besoin de courage maintenant. J'avais quelque chose de plus précieux. J'avais la sagesse de savoir que la valeur d'une femme ne se mesure pas à ce que les autres pensent d'elle. La sagesse de comprendre que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. La sagesse d'accepter que parfois, perdre quelqu'un, c'est se retrouver soi-même. Et c'était cette sagesse que je voulais transmettre aux femmes qui m'écoutent, aux mères qui souffrent en silence, aux travailleuses qu'on sous-estime, à toutes celles qui ont des mains calleuses et des cœurs immenses. Vous êtes belles, vous êtes fortes, vous êtes dignes. Ne l'oubliez jamais. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.